Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre magnifique pour l'étape corse du Tour de France des handicaps invisibles qui est organisé par le FIPHFP. Nous sommes la troisième étape après la Normandie et la région Rhône-Alpes. Avant de passer la parole à monsieur le sous-préfet représentant le préfet pour l'ouverture officielle, je voulais juste, comme il est d'usage, faire un certain nombre de remerciements de votre présence. Déjà pour commencer, bien évidemment, merci d'être là. L'ensemble des intervenants qui vont au cours de cette matinée vous faire part de leur expérience, de leur partage de pratiques. L'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs présents et avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Et le service public de l'emploi, bien évidemment, et un remerciement particulier pour Cap Emploi et une pensée pour Dominique et ses équipes, avec qui nous travaillons tout au long de l'année, et pour la préfecture de Corse, et un remerciement pour Daniel Weber. Daniel, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous tout au long de l'année, la SEPH, bien évidemment, le comité local et le lien avec les référents handicap tout au long de l'année. Donc c'est très important pour nous d'être là. Les handicaps invisibles, c'est quelque chose de 80% des handicaps sont invisibles, c'est quelque chose de très important. Il était pour nous quelque chose de vraiment important de travailler sur les troubles 10, qui est la thématique d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet. Merci. Madame la directrice, mesdames et messieurs, chers collègues, merci beaucoup d'être venus à nous jusqu'à Ajaccio, dans cette chaude ambiance, dans ce palais des congrès. J'espère que voilà, ça ne vous empêchera pas de travailler. C'est une excellente initiative, ce Tour de France des handicaps invisibles, vous l'avez souligné. Monsieur Allemand, dans l'inconscient collectif, le handicap, c'est souvent le handicap moteur, parfois le handicap sensoriel, le reste n'existe que vaguement. Or, peut-être parce que voilà, c'est le plus visible, parce que les personnes en situation de handicap moteur ou de handicap sensoriel ont été mieux représentées à l'échelle nationale. Effectivement, la population et puis les employeurs publics connaissent surtout ce type de handicap. Or, d'autres handicaps sensoriels sont invisibles. Le handicap mental, il existe aussi, et le handicap psychique également. Donc, nous avons progressé depuis les dernières lois sur le handicap dans la connaissance. Les MDPH n'y sont pas pour rien. Voilà. Nous avons amélioré notre expertise collective sur le handicap et sur la compensation, mais sorti d'un cercle, tout ça a du mal à infuser dans la société. Donc, excellente initiative de s'être penché sur les troubles 10. Là aussi, depuis quelques années, le sujet est vraiment au cœur des préoccupations des MDPH, de l'éducation nationale. Donc des outils existent, et vous en êtes certainement rendu compte. Un tissu associatif s'est créé, et il est dynamique en Corse, et il mène des actions intéressantes. Le sujet, c'est que même si on traite depuis quelques années la situation des enfants souffrant de troubles 10, c'est que les anciens enfants qui n'ont pas été pris en charge sont devenus adultes. Et ces adultes-là, peut-être n'ont-ils jamais été diagnostiqués, et je ne suis même pas certain, ce sera le sujet de vos échanges, qu'il existe des outils. Et nous avons dans nos équipes certainement des gens qui souffrent de troubles 10, non détectés, non traités, et donc forcément pour lesquels nous n'utilisons pas les quelques outils qui existent. Donc ça représente un véritable enjeu pour nous. Alors si cette journée peut participer à cette prise de conscience, ce sera déjà une excellente chose. Plus généralement, vous le savez, madame la directrice, les employeurs, que ce soit public ou privé, ont besoin de conseils.
Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise volonté de la part des employeurs. Il y a surtout une méconnaissance. Or, il y a une réalité en Corse que je voudrais rappeler. Du fait de l'insularité, la Corse est un marché du travail en soi. Enfin, j'apprendrai pas ça au directeur de Pôle emploi ou au directeur de Cap emploi. Il y a plusieurs marchés du travail en fonction des compétences. Et sur les compétences recherchées par les employeurs publics, nous sommes sur un marché fermé. Voilà. Du fait de l'insularité, il y a très peu de personnes qui viennent en Corse travailler sur les compétences recherchées. Or, on a, depuis un bon moment, besoin d'expertise pour conduire les projets dans les collectivités, dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique d'État. Et je vois bien que on s'échange assez facilement, les agents publics, entre collectivités, État, parfois fonction publique hospitalière, mais on reste sur un milieu fermé. Donc ça veut dire que la ressource, elle est ici. Et si on exclut une partie de cette ressource parce qu'elle est en situation de handicap et qu'on ne veut pas franchir le pas, voilà, employer des personnes en situation de handicap, ça peut être compliqué. Je vous dis toujours par méconnaissance, on se prive d'une partie de cette ressource. Or, je dois vous le dire, en tant qu'employeur, ça m'est déjà arrivé, je vais peut-être employer des gros mots, mais j'ai déjà vu des personnes en situation de handicap dans du travail de production, de l'étude de dossiers, très répétitifs, toujours les mêmes. Donc c'était assez facile de faire une comparaison. Dans une équipe de 5 personnes, toujours les mêmes dossiers. Je peux vous dire, c'était des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie. Dans l'équipe, la personne qui avait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle en traitait presque 2 fois plus que les autres, qui n'avaient aucune RQTH. Donc là-dessus, franchement, il ne faut pas considérer qu'une personne en situation de handicap avec une reconnaissance, ça va être un problème à traiter pour le service. Pas du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons collectivement un intérêt à prendre en charge la question. Alors, je ne me fais pas de soucis pour vous qui êtes ici. Vous êtes soit des sachants, soit des convaincus. Mais l'intérêt de cette journée, j'espère qu'elle sera fructueuse, c'est aussi que vous alliez porter la bonne parole. Vous allez être un peu des apôtres. Parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas ici, vos chefs de service, vos collègues aux ressources humaines, qui, eux, ont besoin de cette connaissance. Et donc, j'espère qu'à l'issue de cette journée, vous allez savoir leur transmettre ce que vous avez appris. Merci beaucoup, bonne journée. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs, merci beaucoup déjà pour votre accueil ici à Ajaccio. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de rester beaucoup, mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais nous avons été accueillis très chaleureusement hier et voilà. Et ça nous donne envie de revenir pour d'autres événements ou voilà, pour d'autres chantiers à mener à vos côtés. En tout cas, je suis particulièrement heureuse d'être ici pour cette 3e étape du Tour de France des handicaps invisibles. Comme le disait Thierry Allemand, il a été lancé en Normandie le mois dernier autour des troubles psychiques. La semaine dernière, à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes intéressés plus particulièrement aux troubles du spectre autistique. Et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur les troubles 10, donc qui sont nombreux et variés, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie. Mais vous entendrez tout à l'heure des gens beaucoup plus compétents et experts que moi pour vous parler du sujet. En tout cas, en tant que directrice du FIPHFP, moi je voulais vous redire combien je suis mobilisée avec toutes mes équipes aux côtés des employeurs publics et des personnes en situation de handicap pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique. Fin 2022, notre taux d'emploi était de 5,45%. On n'est pas très loin de la cible des 6%, mais on n'y est pas encore. Donc ça démontre voilà, la nécessité de continuer à rester tous mobilisés. Et j'insiste bien sur tous parce que le handicap, c'est pas juste l'affaire du référent handicap, même si ce sont des maillons essentiels. C'est pas juste l'affaire des services des ressources humaines. Pour que l'insertion et le maintien en emploi d'une personne en situation de handicap
se passe dans les meilleures conditions. Il faut vraiment une mobilisation de tout le collectif de travail, la direction, les managers, les collègues et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est là vraiment pour vous accompagner, vous donner des outils, vous apporter des aides financières. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là à vos côtés. Et je suis particulièrement heureuse qu'on puisse, dans le cadre de ce Tour de France, traiter des handicaps invisibles. Comme vous le disiez, monsieur le sous-préfet, on vient casser un petit peu les représentations du handicap. Aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap en emploi ont un handicap invisible qui ne se voit pas. On sait que ce sont des situations du coup parfois plus complexes à accompagner, qui revêtent des formes variées, qui nécessitent des solutions vraiment sur mesure pour bien accompagner la personne, son manager, ses collègues, pour que son parcours professionnel se déroule dans les meilleures conditions possible. Et aujourd'hui, si nous sommes là, eh bien, c'est pour justement échanger ensemble sur ce que nous avons mis en place, les expériences que nous avons eues. Vous nous avez parlé d'une expérience réussie. Je sais aussi que parfois, il peut y avoir des difficultés. Je les ai vécues moi-même personnellement dans mes fonctions de manager avec des personnes en situation de handicap. Il ne faut pas les occulter. Mais si on est là, c'est bien pour trouver ensemble des solutions pour surmonter ces difficultés et pour permettre une insertion professionnelle réussie de ces personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. Et je sais qu'avec toutes vos expertises et vos expériences réunies, je ne doute pas que les échanges que nous allons avoir ce matin vont être riches, fructueux, et qu'ensemble, nous allons pouvoir progresser et apprendre au cours de cette matinée. Alors moi aussi, avant de passer la parole, je vais faire quelques remerciements. Je voudrais tout particulièrement remercier Thierry Allemand, directeur territorial handicap, qui a la responsabilité d'accompagner la région Corse et qui a organisé ce magnifique événement de ce matin. Donc merci, parce que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de mobilisation. Et puis je voudrais aussi adresser un remerciement particulier à Nicole Freinet, directrice de la communication du FIPHFP, qui orchestre au niveau national ce Tour de France des handicaps invisibles. Et là aussi, c'est beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour nous réunir tous aujourd'hui autour du handicap invisible. Mais je ne vais pas être tellement plus longue. Je vais passer la parole à Laure Albertini, de la délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement. Et je la remercie vraiment beaucoup d'être présente parmi nous aujourd'hui. Le FIPHFP accompagne aussi cette stratégie autour de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, et nous sommes en train d'y travailler pour devenir, avec la GFIP, un vrai partenaire de la nouvelle stratégie qui va se mettre en place très prochainement. Merci, et puis bonne matinée surtout d'échanges autour de ces questions. Bonjour à tous. Donc, moi aussi, je remercie toute l'équipe du FIPHFP de cette invitation de la délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui devant vous. En particulier parce que ce Tour de France des handicaps invisibles, je voudrais en souligner vraiment toute la pertinence et cette initiative qui est absolument excellente, puisque ça a été dit, les handicaps invisibles sont à 80%, représentent un nombre important de handicaps et suscitent, soulèvent toutes sortes de problématiques. Alors, sans entrer dans les détails de ces troubles qui vont sûrement faire l'objet de précisions ultérieures, je voudrais simplement quand même faire un tout petit point sur la définition des troubles 10, qui recouvrent une diversité de troubles et sont regroupés sous l'appellation des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ce qu'on appelle les TSLA. On peut les regrouper en 3 grandes catégories: les troubles du langage, dysphasie, qui représentent 2% de la population, les troubles du développement de la coordination avec les dyspraxies, 5-6% de la population, les troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 5 à 15% de la population. Je pense que c'est important d'avoir en tête les chiffres qui sont extrêmement importants. L'estimation de la prévalence des troubles 10 issus d'études internationales révèle des troubles fréquents de l'ordre de 8% des enfants par classe d'âge pour l'ensemble des troubles. Donc l'ensemble de ces 3 catégories que je viens d'indiquer. Donc c'est extrêmement important. Donc évidemment, si c'est 8% d'une classe d'âge des enfants, vraisemblablement, ça a été dit par monsieur
le sous-préfet, on va les retrouver nécessairement à l'âge adulte, même si les anciennes générations n'ont probablement pas du tout bénéficié des mêmes accompagnements et des mêmes diagnostics que les enfants aujourd'hui. J'y reviendrai très rapidement. Donc l'association de plusieurs troubles est fréquente, ce qui contribue à retarder le diagnostic et compliquer la prise en charge thérapeutique et gréver le pronostic. Les troubles 10 entrent dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Donc ce ne sont pas des troubles de santé mentale, ce sont des troubles qui ont trait au développement du cerveau et qui impactent plus spécifiquement les processus mentaux par lesquels l'être humain acquiert l'information, la traite, la manipule, la communique et s'en sert pour produire des actions. Donc la famille des troubles du neurodéveloppement recouvre, outre les 10 TSLA que je viens de mentionner, également les troubles du spectre de l'autisme, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le trouble du développement intellectuel. Voilà, c'est une grande famille, la famille des troubles du neurodéveloppement, et c'est une famille complexe parce qu'évidemment, la nature est ainsi faite qu'on n'a pas un trouble à l'état pur. Chaque trouble lui-même se décompose en différents grades de sévérité ou différents types de troubles. Vous l'avez vu, je viens de le mentionner pour les TSLA. Donc ça complique extrêmement la donne. Et en particulier, c'est un défi pour le diagnostic, qui suppose une organisation des soins pour pouvoir poser des diagnostics de façon correcte, qui est assez complexe à mettre en place et surtout qui nécessite des compétences, vous l'imaginez bien, très particulières. La stratégie nationale précédente, qui donc était surtout orientée vers l'autisme, mais au sein des troubles du neurodéveloppement, s'est achevée en 2022. C'était une stratégie qui comportait 101 mesures et qui, comme je viens de le dire, était prioritairement centrée sur l'autisme, sauf dans les domaines de la recherche et de la formation. Et là, monsieur le sous-préfet l'a mentionné, c'est vrai que les connaissances ont beaucoup progressé. Et si le président de la République a souhaité se doter d'une stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement en 2018, au début de son premier quinquennat, c'était précisément pour rattraper le retard, mais surtout développer une organisation, une structuration de la recherche qui permette pour tous les troubles de produire des connaissances de référence. Alors, dans ce contexte-là, beaucoup a été fait dans le domaine de la recherche avec la structuration de 5 centres d'excellence partout en France, enfin aux 4 coins de la France, et puis surtout tout un dispositif de repérage précoce avec des plateformes d'orientation et de coordination qui se sont déployées sur l'ensemble du territoire à raison d'au moins une par département, mais qui concernent les enfants d'abord de 0 à 6 ans, puis maintenant, nous travaillons sur une extension de 7 à 12 ans, parce qu'évidemment, il ne vous échappera pas que ce qui concerne les 10 et tout ce qui est trouble de l'apprentissage, par définition, ça se révèle plus favorablement au moment de l'entrée dans la scolarité, et plus particulièrement, disons, en fin de maternelle et souvent au niveau du CP. Bon, après, il peut y avoir des cas plus graves où on détecte un certain nombre de choses plus tôt, au moment où justement les enfants commencent à, en particulier, parler. Mais on est à peu près sur cet ordre-là. Alors, dans la précédente stratégie, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est l'emploi et l'insertion professionnelle, il faut être honnête, la stratégie précédente portait moins sur les aspects emploi et insertion professionnelle que sur les aspects que je viens de mentionner, en particulier tout ce qui est repérage précoce, recherche, scolarisation surtout. On a aussi beaucoup développé des dispositifs avec vous, avec notamment toutes les équipes de l'ARS et des préfectures et des rectorats, que nous n'avons développé la partie emploi, dans laquelle on a cependant contribué en soutenant financièrement, en abondant avec la stratégie un certain nombre de dispositifs, en particulier l'emploi accompagné, dans cette première stratégie. Et puis nous avons aussi essayé de travailler avec les 3 acteurs du service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi et les missions locales, à des stratégies de sensibilisation, d'abord des professionnels, et puis aussi de proposer des outils dans ce cadre-là
pour accompagner les équipes. Et on a notamment soutenu avec la GFIP et le FIPHFP aussi un dispositif qui s'appelle ARIA, alors qui est plus centré sur l'autisme, mais qui vise à outiller et plus centré sur les missions locales. Mais nous avons depuis le départ soutenu la nécessité d'ouvrir cet outil, qui ce sont des modules en e-learning, pour pouvoir les rendre accessibles à l'ensemble des collègues du service public de l'emploi. Donc c'est ce qui va être fait. Je ne reviens pas sur en plus des sujets qui peut-être peuvent gratter un peu, mais qui sont quand même en cours dans le cadre de France Travail, avec quand même une mise en un regroupement, en tous les cas, des équipes. Et on imagine que quand même, dans le domaine du handicap, ça va aussi favoriser certaines mutualisations et que, en tous les cas, pour la promotion des outils, ça sera probablement un levier aussi. En tout cas, on peut le voir comme ça. En tout état de cause, la politique dédiée à l'insertion professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées dans la première mandature de Macron a été portée beaucoup par la précédente ministre Sophie Cluzel, et un certain nombre de grandes mesures et de grandes réformes ont été portées qui ont malgré tout conduit à réduire le taux de chômage, en tout cas des personnes handicapées. Alors après, quand on regarde les chiffres en détail, bien sûr, tout ça est à nuancer, mais néanmoins, il y a quand même des progrès qui ont été accomplis, ne serait-ce que, effectivement, le soutien, bien sûr, insuffisant, mais de l'emploi accompagné, qui est particulièrement adapté pour les personnes avec des troubles du neurodéveloppement, puisque 50% des bénéficiaires de ce dispositif encore trop modeste, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore suffisamment, ou alors il y en a trop dans certains endroits, c'est-à-dire qu'il y a des files d'attente, on le sait, mais en tous les cas, voilà, il y a une forte demande et il n'y a pas encore assez de personnes qui sont incluses dans ce dispositif-là, mais malgré tout, 50% rentrent dans la catégorie TND. Donc c'est énorme. Donc évidemment, dans la prochaine stratégie, c'est un point qui sera particulièrement soutenu, au moins dans ce qui concerne le soutien financier au déploiement de l'emploi accompagné. Donc, la prochaine stratégie, je le disais à l'instant, outre que, je vais revenir un instant très rapidement sur les aspects emploi et insertion professionnelle, en tous les cas, elle aura pour particularité de n'être plus seulement ciblée sur l'autisme, mais désormais orientée sur tous les troubles du neurodéveloppement. Donc c'est un changement quand même de paradigme important parce que beaucoup a été fait pour l'autisme, alors jamais suffisamment bien sûr pour les acteurs et en particulier pour les associations, les familles et les personnes concernées, mais néanmoins on a quand même beaucoup progressé sur les aspects que j'indiquais. Et donc dans la prochaine stratégie, l'objectif va être de rattraper aussi les autres TND pour lesquels il y a besoin aussi d'avancer et de développer un certain nombre d'actions afin de rééquilibrer, d'autant plus que, comme je le disais, beaucoup de ces troubles-là sont combinés, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup des personnes autistes aussi avec un TDAH ou avec un TDI. Voilà, donc il faut tenir compte, bien entendu, de cette réalité-là. Donc, pour ce qui concerne les 10, nos objectifs vont porter sur plusieurs dimensions du parcours des personnes concernées, outre la prévention, le repérage précoce, qui vont se poursuivre, bien entendu, l'aménagement de la scolarité à tous les âges, l'accès au droit, l'accès au diagnostic. On aura un effort qui se portera aussi plus particulièrement sur les adultes, puisque comme vous l'avez observé probablement, dans la première stratégie, on a été beaucoup centré sur les enfants. Donc on a quand même une priorité, un éclairage particulier à mettre en direction des adultes pour les accompagner mieux et ne pas les laisser sur le côté de la transformation des pratiques qui concernent tout le monde. Donc là, l'objectif sera de miser aussi sur la formation pour déstigmatiser, ça a été dit, et pour aider à mieux reconnaître ces troubles-là, comme ils ne sont pas visibles, et en particulier pour les 10, les adultes 10, ça peut vraiment très rapidement conduire dans un collectif de travail à une exclusion. Ce sont des gens qui, par exemple, entendent mal certaines sonorités, donc les restituent mal. Donc on va dire, il est nul en orthographe. Non, c'est pas qu'il est forcément nul en orthographe, c'est qu'il y a un problème entre ce qu'on entend et ce qu'on est capable de retranscrire. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais celui-là est assez emblématique, on va dire. Donc, il y a la nécessité de déconstruire l'image qu'on peut avoir de ces troubles 10,
Et les journées comme aujourd'hui peuvent bien sûr contribuer à cela. Et puis la nécessité, ça a été dit aussi, d'outiller davantage les acteurs professionnels, de produire un cadre de référence, par exemple, pour le recrutement des personnes TSA, TND. Je l'ai dit, renforcer l'emploi accompagné, ça c'est un point très important au regard de la prévalence des TND dans ce dispositif. Et donc l'outillage, ça veut dire donc aider les recrutements, et en particulier pour ce qui concerne la fonction publique, notre point qui est partagé aussi avec l'école et avec la scolarité en général, c'est la question des concours. L'aménagement des concours, le processus de recrutement, ça inclut ça, qui est la voie de recrutement, pas la seule, mais quand même qui prédomine dans la fonction publique, quelle que soit la fonction publique. Et donc ça, c'est un frein très important, un obstacle à ce jour encore très difficile pour les personnes avec un TND, et notamment avec qui ont un trouble 10. Donc voilà, ce point-là sera à revoir, à aménager, et c'est ce que nous nous efforcerons de faire dans la prochaine stratégie. Alors, quelques références utiles quand même pour les équipes, je termine. Je ne peux que vous encourager à aller sur le site de la Fédération française des 10, pas parce qu'ils sont membres de notre Conseil national, mais parce que c'est une association qui est une référence scientifique et qui a publié notamment un guide qui s'appelle « Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est 10 », ainsi qu'un certain nombre de formations. Donc bon, ce ne sont probablement pas les seuls, mais en tous les cas, moi je vous conseille ça. Le guide de la CNSA aussi, il y a un guide de la CNSA qu'il faudra réactualiser, mais qui existe. Voilà, ces deux outils en particulier, et puis plus tous les aménagements, mais ça, le FIPHFP est tout à fait compétent pour vous accompagner. Voilà, au quotidien, c'est des personnes qui ont peut-être besoin qu'on revoie la façon dont on travaille, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec la question de l'insertion, de l'accueil des personnes avec un handicap invisible dans nos équipes, c'est que ça nous oblige à revoir aussi la façon dont on travaille. Ça re-questionne la relation vraiment au travail, peut-être en nous demandant de ralentir un peu, de revoir aussi nos objectifs, nos délais, la façon dont on travaille. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus vite parce qu'on a des outils qui nous permettent ça. C'est formidable, mais attention, ça peut laisser de côté beaucoup de gens. Et puis par ailleurs, c'est un dispositif gagnant-gagnant parce que je ne vous fais pas un dessin, notre société vieillit, nous vieillissons, et donc notre cerveau vieillit aussi. Et il se trouve que plus on vieillit, moins on va vite, et donc on aura tous intérêt, je pense, dans le cadre en plus d'une réforme sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui va nous conduire à travailler un petit peu plus tard, ça serait bien de pouvoir tenir compte de ces aménagements. Et ce que je veux dire au-delà de la boutade, c'est que les aménagements que l'on va pouvoir mettre en place pour ces personnes, elles sont bonnes pour tout le monde en fait. Elles bénéficient à tout le monde. Et par exemple, dans l'autisme, il y a un point qui est très important, c'est d'être hyper clair sur les consignes et hyper clair sur les règles du jeu. Ça, c'est bien pour les personnes autistes, mais en fait, c'est bien pour tout le monde. Parce que souvent, les managers, j'en fais partie, alors j'en parle à mon aise, on n'est pas toujours très clair non plus. Voilà, ça peut arriver de ne pas être clair, c'est pas toujours un problème, mais voilà. Donc, plus on gagnera en clarté, plus on gagnera en aménagement, mieux on se portera, et surtout, on gagnera aussi en bienveillance, c'est-à-dire en acceptant les différences au travail. On ne travaille pas tous de la même façon, et pourtant, il faut relever le défi d'arriver à, malgré tout, être performant. Voilà, mais on peut être performant en étant bienveillant, et ce sera mon dernier mot. Je vais laisser la parole maintenant à François Losseau du Handipact et le remercier, ainsi que Sylvain Picot d'Opérata pour toute l'organisation de cette manifestation qui a été préparée longuement. Merci François, et je te laisse la parole. Bon, merci, c'est à mon tour de vous accueillir et de vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses. On est à peu près 70 selon les organisations. Ce qui est un très bel événement pour le Handipact, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter nos événements. On est rarement aussi nombreux, donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nos événements aussi, on fait souvent appel à une troupe de théâtre avec qui on travaille souvent, qui s'appelle le Théâtre 3.
qui sont en train d'installer leur scène. Et vous avez eu l'occasion de les voir, notamment pour les semaines européennes pour l'emploi des personnes handicapées. C'est dans ce cadre-là qu'on avait fait appel à eux pour la première fois. Il y avait 9 scènes qui avaient été coécrites, donc avec le Handipact du FIP, avec le TA3 et puis avec Daniel Weber notamment pour la préfecture. Et pour cette occasion, on en a réécrit 2 et on en a remasterisé 2. Donc peut-être qu'elles évoqueront certaines choses à certains d'entre vous, mais saurez-vous trouver les différences? Voilà, pour ceux qui ont déjà vu. Et puis 2 exclusives, donc pour venir illustrer directement, rentrer directement dans le vif du sujet après ces introductions. Voilà, venir illustrer tout ce qui a été dit sur les représentations, sur la difficulté parfois d'évoquer son handicap, sur la difficulté d'accepter ce qu'on va appeler des compensations. On va y revenir tout au long de la matinée. C'est prêt? Donc voilà, je m'arrête. On a un timing assez serré, on a beaucoup de contenu ce matin, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir donc le TA3. Si vous pouvez les applaudir si vous voulez. Bon, vous avez vu sur cette première scène, on rentre directement dans le vif du sujet. On parle pas encore des 10, on a essayé d'aller du plus général au particulier, mais on parle bien du handicap invisible, hein, puisque bon, c'est une succession de clichés, on est d'accord, hein, on a évoqué le fauteuil roulant, on a évoqué la moindre performance, la demande d'attention, les aménagements. On rappellera que seul dans 8 cas sur 10, il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique, technique en tout cas. Donc voilà, tout un tas de préjugés qui peuvent sembler, ça peut sembler un peu bateau, peut-être enchaînés comme ça, mais ils sont tous réels. Et ils sont peut-être pas tous dits à la suite quand on intervient dans des entreprises, dans la fonction publique, mais ils existent tous. Voilà, on a aussi évoqué l'importance les effets délétères que peuvent avoir les stéréotypes, qui peuvent être positifs également, hein, avec par exemple une idée que les travailleurs handicapés seraient plus motivés que les autres, ce qui peut être vrai, mais ce qui peut aussi être faux, puisque ce sont des personnes comme tout le monde. Et donc avec un effet qui peut être de décaler les attentes, par exemple. Donc voilà. Et on voit qu'à la fin, le handicap, je ne sais pas si on l'a évoqué, 80% des handicaps sont invisibles. Donc à la fin, le manager est surpris, mais c'est quelque chose qu'on rencontre absolument tout le temps. Je suis un chef d'équipe. Je suis la référente handicap. Alain ? Oui. Tu sais, par rapport au renfort que tu as demandé pour ton service, le poste d'agent administratif, eh bien c'est bon, on a trouvé quelqu'un. Et je voulais en discuter avec toi. Carole, si c'est toi qui viens me l'annoncer, qu'est-ce que tu vas encore me sortir là? Ce monsieur s'appelle Michel Pietronne. Il a une reconnaissance de travailleur handicapé. Et puis tu pourrais... Et si j'ai pas envie? C'est pas une question d'envie. T'es quand même un peu au courant, non? Refuser quelqu'un pour des raisons de santé ou de handicap, c'est de la discrimination. Ah ouais, ok, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi son handicap? Un trouble 10. Un trouble 10? Oui, donc il serait bien que tu... Ouais, tu sais, un de plus, un de moins. Hein. Un de plus, un de moins. Tu mets tous les 10 dans le même panier? Déjà, il existe plusieurs catégories de troubles 10. Et généraliser, c'est pas bien, je sais. C'est quoi son trouble à lui? Il est dyslexique. Dyslexique? Mais c'est pas un truc de gosse, ça? La dyslexie concerne plus de 3 millions d'adultes en France. Ah ouais? Tu vois, tu savais pas. Non. Mais est-ce que la dyslexie est compatible avec le poste? Compatible. Oui, parce que pour moi, si le handicap est compatible avec le poste, il n'y a pas de souci. Alain, quand tu dis ça, moi j'entends pas de souci pour le recrutement d'une personne handicapée, pourvu qu'elle soit pas handicapée. Tu trouves pas que c'est réducteur et dévalorisant pour la personne concernée? Non, là tu vas un peu fort. Mais sa singularité, ses attentes. Non, faudrait effacer le handicap, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Moi, c'est juste que nous, il va falloir qu'on adapte le poste en fonction de ses aptitudes. Et avec le boulot qu'on a, c'est pas le moment de venir perturber le fonctionnement du service avec des contraintes. Mais Alain, je te parle de ressources supplémentaires pour ton équipe. Tu me parles de contraintes et de perturbations. Ouais. Tiens, ça aurait été bien qu'on ait la liste des postes avec les caractéristiques des travailleurs handicapés qu'on pourrait y accueillir.
Je t'arrête tout de suite. Il y a pratiquement un type de handicap par personne. Comment ça? Ben oui, les conséquences du handicap sont différentes pour chacun. Des personnes qui ont plus ou moins la même pathologie n'ont pas nécessairement les mêmes facilités. Ah ouais. Mais en attendant, si on connaissait les compétences de ce monsieur, on gagnerait du temps. Au lieu d'être confronté au problème, on pourrait anticiper. Ben justement, j'allais venir. Monsieur Pietron va passer voir la médecine du travail afin d'identifier ses besoins. Et moi, en tant que référente handicap, je vais contribuer à aménager son poste pour anticiper, justement. Ouais, on est d'accord qu'on dépasse le cadre du management traditionnel, là. Mais c'est quoi le management pour toi, si c'est pas de manager des individualités? Oui, mais le handicap. Mais le handicap, c'est une école du management. De devoir envisager une personne avec ses singularités, ben ça nous invite à développer nos capacités d'écoute et d'ouverture aux autres en général. C'est ce qu'on appelle le management équitable, du positif pour chacun. Ouais, bon, c'est juste qu'en ce moment, j'ai la tête dans le guidon. On peut pas attendre un peu? Mais Alain, le jour de ton embauche, t'aurais aimé attendre, toi, peut-être? Non. C'est pour ça que je suis venue pour qu'on prépare son arrivée. Qu'on prépare. Ben oui, comme je viens de te le dire, j'aimerais qu'on prépare l'accueil de ce monsieur. On va aborder le sujet avec ton équipe afin de favoriser comme ça le contact dès le départ. Ok, c'est parfait. Mais tu vois, tu parles de management équitable. Moi, j'ai aucune formation là-dessus. Toi, t'as pas vu l'affiche en bas? Non. Quelle affiche? Il y a des formations là-dessus qui débutent le mois prochain. Et ces questions-là seront abordées. Tu pourrais peut-être lever un peu la tête du guidon? Et y aller à vélo? Oui, pourquoi pas. Mais moi, je te rassure, hein, la formation, c'est pas fait pour faire de vous des spécialistes. C'est juste pour apporter un éclairage sur le handicap. Et tu n'es pas tout seul. Je suis là pour t'aider. Parfait. Bon, le gars est dyslexique. C'est quoi cette difficulté? Alors, Monsieur Pietron lit avec lenteur, ce qui crée chez lui une difficulté de mémorisation, voire de compréhension des consignes. Ok. Et je peux faire quoi pour lui? On peut lui proposer des supports visuels avec des photos ou des pictos si besoin. Et puis il existe, t'es pas sans savoir, hein, ça, il y a des logiciels de lecture et dictée vocale. Oui, certes. Bon. Mais avant tout, moi, ce que je te conseille, c'est de privilégier l'oral. L'oral? Et comment? Tu pourrais, par exemple, le mettre en binôme avec notre grand bavard de service. Ah oui, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Mais il adore discuter des contenus. Ça permettra à Monsieur Pietron d'échanger et pas uniquement de passer son temps à lire des documents. Et puis, ça favorisera son intégration. Oui. C'est bien beau tout ça, mais Jean-Luc, il va prendre ça sur son temps. Oui. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le tutorat. Le FIPHFP finance des mesures de tutorat, justement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une vraie mission qu'on va confier à Jean-Luc. Et ce temps-là, il sera pris en charge par le FIPHFP. Ok. Pourquoi pas? Ouais. Après, on pourrait voir s'il n'existe pas d'autres matériels qui seraient à même d'aider Monsieur Pietron. Quel genre de matériel? Figure-toi qu'il y a des lampes qui ont été développées afin de permettre à des personnes dyslexiques de mieux lire. Ils sont même en train de faire des recherches pour développer des écrans qui contiennent une technologie directement intégrée et ça permet là aussi de favoriser la lecture. Ouais. J'espère que ça va pas faire comme les lunettes spéciales. Elles n'ont pas fait l'unanimité. Hein. Oui, c'est sûr. Bon. Le matériel doit être adapté à chaque personne. On verra ça avec Monsieur Pietron. D'accord? Ok, ça me va. Merci beaucoup. Donc voilà, avec cette deuxième scène, on rentre plus dans le vif du sujet. On aborde un premier trouble cognitif qui sont les troubles 10. Et nos experts sur la prochaine table ronde reviendront largement pour expliquer un petit peu qui ça concerne et ce que c'est exactement. Et on voit aussi l'apparition de ce qu'on appelle les besoins spécifiques, hein, avec notamment cette réflexion, mais ça serait bien de connaître le type de handicap et d'avoir une liste des postes qui sont compatibles. Ça aussi, c'est souvent un stéréotype, une demande qui est faite par les employeurs. Alors, ça a été dit, hein, il y a un type de handicap par personne et pour un type de handicap, il s'exprime différemment.
les postes, eux aussi, varient d'une personne à l'autre, donc les besoins spécifiques vont être différents. C'est l'occasion d'aborder donc la compensation, qui est largement financée par le FIPHFP, hein, ça a été dit, de différentes manières. On a commencé à évoquer des moyens, et ça sera détaillé aussi plus tard lors de la prochaine table ronde. Je suis un maître d'apprentissage. Je suis en apprentissage. J'ai 17 ans. Anto, ça fait bientôt 2 mois que tu es parmi nous, et comme tu le sais, c'est le moment de faire un point d'étape. Ok. Bon. On est quand même très content de ton travail, tes visuels sont super. Tant mieux. Non, pour notre événement sur l'égalité femmes-hommes, t'as fourni quelque chose de très impactant. Hein. Impactant. Ouais, bah, ça a eu un impact, un effet. Du coup, les employés ont répondu présent. Et présenteux. Oui, il et elle en parlent encore. Ouais, les images, c'est mon truc. C'est pour ça que j'ai voulu étudier là-dedans. Ah, bah, ça a été un très bon choix. Quant au bilan que je t'ai demandé, j'aimerais qu'on revienne dessus. Tes écrits. Mes écrits. Oui, peut-être que tu aurais dû prendre le temps de te relire, de corriger tes fautes. Ah ouais, mes fautes. Ouais, je suis fâché avec l'orthographe. Je peux pas retaper l'intégralité de tes textes. Ah oui, j'écris comme je parle. Ah, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Bah, tu parles mieux que tu écris. Parce que tu parles pas en SMS. Ah, ça y est, j'ai compris. Oui, bah, dans un bilan, tout, faut faire des phrases. Sujet, verbe, complément. Oui, comme à l'école. Anto, tu es en formation. Hein, tu es là pour améliorer tes compétences. C'est le but de l'apprentissage. Ton texte, là, il est à peine compréhensible. Ça fait pas sérieux. Hein. Plus tard, tu vas devoir écrire des lettres de motivation. Ouais. Et un mauvais écrit, ça pardonne pas. C'est mon rôle de t'alerter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Anto? Ben, j'ai un coup de barre, là. Et si je te dis ça, c'est pour t'aider. Ben, je sais, oui. C'est peut-être juste un problème d'inattention. Ben, c'est que... c'est crevant, quand même. Crevant. Oui, ben, j'essaie de faire mon possible, quoi. J'essaie de faire au mieux. Mais bon, je me sens vite dépassé. J'ai pas envie de passer pour un naze ou un flemmard. Je veux être comme tout le monde, juste comme tout le monde. J'ai beau me relire 10 fois, mais ça cache pas mes lacunes. Mais des lacunes, là, Anto, tout le monde en a. Hein. Je suis tellement concentré sur l'écriture d'un mot que j'en oublie les accords. Mais on apprend tout le temps, même moi. J'arrête jamais d'apprendre. Pourquoi tu profiterais pas justement de ton stage pour t'améliorer? Ben, j'aimerais bien, mais c'est usant. C'est usant de se camoufler, de tout faire pour que personne ne s'en rende compte. C'est crevant de ne pas le dire. Mais dire quoi? Que j'ai un trouble 10. Mais quel trouble 10? Ben, la dysorthographie. Ah, tu es dysorthographique, mais je savais pas. Dysorthographique. Tu parles d'un mot. C'est le seul mot savant que je connais. Et tu le connais depuis quand? Au collège, en 3e. Du retard en tout. Ils m'ont conseillé le lycée pro, mais là, c'était pire. Il y avait encore trop de cours théoriques. L'horreur. L'échec total. Et maintenant, là, avec le CFA, c'est ma dernière chance. Je suis gros, là. Attends, il n'y a rien de grave. Hein. Oula. Mais tu comprends pas. C'est ma dernière chance, là. Tu vois, oui, c'est ma dernière chance. Moi, j'ai choisi les métiers du visuel pour échapper à l'orthographe. Et là, ça va pas non plus. Hein? Je vais droit dans le mur. Attends, hein? On n'en est pas là du tout, ok? Il y a toujours des solutions. On pourrait aménager. Aménager? J'ai toujours eu droit qu'à ça, des aménagements, depuis le collège. Tiers-temps, épreuve partielle.
Et alors là, les vannes, ça y est, hein. Oui, les vannes. Oui, mais Pas les mêmes épreuves que tout le monde, non, hein, avec plus de temps, non. Hein. Mais des demi-devoirs pour des demi comme moi. Et aujourd'hui, hein, tout ça, ça me mène à quoi, hein? À d'autres aménagements. bah oui, Anto, hein, c'est comme ça. Les choses, elles ont des noms. Et de nommer les choses, ça permet d'avancer. Quand tu me dis à moi, dysorthographique, tu me donnes la possibilité d'avancer avec toi, de pas en rester là, de pas te laisser souffrir en silence. T'as un sacré potentiel. Regarde ça, hein? Et au fond, tu le sais. C'est pour ça que t'es ici, non? Le plus important, c'est tes qualités et tes aptitudes. Mais pour les exploiter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut contourner les difficultés. C'est pour ça qu'il faut en parler. Hein? C'est sûr, moi quand je dis aménagement, c'est parce que ce mot-là, c'est un droit. Un droit? Ben oui. Dans le monde du travail, on peut faire plein de choses pour améliorer le quotidien des personnes qui, comme toi, ont un trouble 10. On peut leur apporter une aide adaptée à laquelle tu as droit. Hein? Notre entreprise, elle a une politique du handicap. Handicap? Mais je suis pas un handicapé. Anto, la dysorthographie fait partie des handicaps invisibles. Invisible. Ah oui, invisible, encore un mot. Un trouble qui se voit pas nécessairement, mais qui peut avoir un impact important sur la vie d'une personne. Tu vois de quoi je parle? Oui. Un trouble impactant. Oui. Bon, alors, de quoi tu aurais besoin pour être plus à l'aise, pour mieux travailler? Je sais pas trop. J'ai juste plus envie de ramer, quoi. Bon, il existe plein de choses, comme des logiciels qui pourraient sûrement t'aider. Puis, tu t'y connais, toi, en logiciel, non? Et ça me fait pas peur. Bon. Enfin, logiciel ou pas, commençons d'abord par de l'humain. On va solliciter Cap Emploi, un organisme qui va pouvoir faire appel à des spécialistes comme l'orthophoniste ou l'ergo. L'ergologue? Mais j'ai pas de maladie de peau. Mais non, pas l'ergothérapeute. On peut faire plein de choses pour t'aider, hein, pour que tu n'aies plus honte. Il y a des pros dont c'est le boulot. Et puis c'est pas pour rien, hein, tu sais qu'il y a au moins 2 ou 3 élèves par classe qui ont un trouble 10. Et je sais pas combien dans la population générale. Si je te dis ça, c'est pour que tu te rendes compte que tu es loin d'être seul. On va trouver une personne qui va pouvoir t'aider à mieux prendre en charge tes tâches dans le cadre de ton travail. Alors, t'en penses quoi? Je suis prêt. Check. Allez. Allô. Bon voilà, c'était important pour nous d'introduire une scène sur l'apprentissage parce que ça a été dit, les troubles 10, on les repère souvent en situation d'apprentissage et jeunes. Pas que, on va le voir tout à l'heure, mais souvent jeunes. Donc c'est aussi parce que l'apprentissage, c'est un axe de développement très important pour l'État et pour le FIPHFP, largement soutenu. Donc voilà, on a voulu aborder un autre trouble 10 et puis une autre thématique aussi, peut-être un peu moins présente sur les autres scènes, c'est le fait de le dire. C'est le masking en fait, le fait d'accepter déjà. Et puis parfois de tout faire pour surcompenser son handicap tout seul, parce qu'on veut pas que ça se sache, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Et ça peut avoir donc des effets, comme on vient de le voir, alors qu'il y a plein de choses qu'il est possible de mettre en place. Là, on aborde aussi encore les moyens de compensation et d'autres acteurs comme Cap Emploi qui seront invités tout à l'heure ou les ergothérapeutes qui vont être invités sur la première table ronde. Et puis le fait que la compensation, donc ça a été dit, mais je le redis, c'est un droit qui a été réaffirmé dans la loi de 2005, qui est aussi la loi qui a créé le FIPHFP d'ailleurs. Voilà, donc c'est très important de bien voir ça comme un droit et non pas comme une faveur ou quelque chose qu'on pourrait faire, qui serait à la discrétion. C'est un droit et donc aussi une obligation de l'employeur. Voilà, je vous laisse pour la dernière scène. Je suis un travailleur handicapé. Je suis sa collègue. Et moi, son collègue aussi. La scène se déroule dans un bar après le travail. Toi, t'es Pierre Richard.
Cet après-midi, dans la salle de réunion, t'as encore tout fait tomber. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ouais. Eh, mais t'inquiète, hein. Ouh, ça a mis l'ambiance. Un vrai Louis de Funès. Ouais, Louis, Pierre. Moi, mon nom, c'est Charles. Oui, Charlie Chaplin. Ouais, ok, c'est bon, là. D'accord, je suis Strampalate, et alors? Bah, C'est drôle. Ça te fait faire des trucs extraordinaires. Ah ouais, extraordinaire. Oui, enfin, hors de l'ordinaire. bah ouais. Eh, mais t'inquiète, hein, Charles. On t'aime comme tu es, avec tes maladresses. Ouais, mais bon, j'en ai marre d'amuser la galerie, là, d'être le maladroit de service. Oh. Moi, la dyspraxie, ça me fait pas marrer du tout. La quoi? La dyspraxie. 10. Me dis, c'est un peu comme la dyslexie. Ben oui, un trouble neurologique. Comme tu y vas, oh. Mais c'est de ça dont il s'agit. Un handicap. J'ai du mal à exécuter certaines tâches de façon automatique, à coordonner mes mouvements et je manque d'équilibre. Mais tu fais quoi avec ça au boulot? Tu fais comment? Justement, j'essaye de pas faire le Pierre Richard, mais c'est compliqué. Les tâches toutes simples, il faut qu'on me les montre 10 fois avant que j'y arrive. Donc j'en ai marre, du coup ça me stresse et j'ai du mal à gérer mon temps et les émotions qui vont avec. Eh ben ça, tu viens de nous apprendre quelque chose. Donc maintenant, vous comprenez que la magagne, ça peut être un peu lourd parfois, non? Tiens, et puisqu'on est dans les infos, j'ai été embauché dans le quota des 6% de travailleurs handicapés. Donc la direction est au courant. J'ai le statut RQTH. Le quoi? RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Et ça fait longtemps que t'es dyspraxique. Non, j'ai été diagnostiqué quand j'étais au primaire. Ah ouais? Ah, oui. Bah, la dyspraxie, on n'en guérit pas. J'ai fait de la rééducation avec une ergo pendant des années. Ça va beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas fini. Donc, on n'en guérit pas, non. Alors c'est pour ça que vos blagues, hein. Et les collègues, ils sont au courant? Non, j'en parle pas. Ça me saoule déjà, c'est comme ça. Ouais, mais bon... Et qu'est-ce que tu voudrais, hein? Que je porte des t-shirts avec I am dyspraxique écrit dessus? Ouais. Non, je veux pas être perçu comme un porteur de handicap, mais comme un collègue à part entière. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut savoir que t'as un handicap et te considérer comme un collègue, non? Ouais, mais c'est compliqué. Il y a des gens, le handicap, ça les fait flipper. Et puis les regards compatissants, non merci. Et puis, pourquoi il faudrait toujours qu'on en parle? Pour que les gens comprennent, hein? Pour qu'on me le rappelle tout le temps? Non, la direction est au courant, ça me suffit. Et puis, ça m'a permis d'avoir un véhicule de service, boîte automatique, GPS et tout le tintouin, là. Mais tu vois, là, on est venu faire quoi, là? On est venu boire un coup, tranquille. Et de quoi on parle? Aïe, aïe, aïe. Hop! Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le serveur, là-bas, il vient de faire tomber son plateau avec tout ce qu'il y avait dessus. Je me sens moins seul, là. Bon, mais c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, là. Ah ouais, d'accord. Non, j'aurais pas pu faire ce métier-là, ouais. Ouais. Sauf en passant par l'école des sorciers. L'école. Sorcier. Bah oui, ça m'aurait été utile. Comme pour Daniel Radcliffe. Ah mais oui, ouais, l'acteur dans Harry Potter. Ouais. Il est dyspraxique, lui aussi. D'ailleurs, il raconte que sur le tournage de Harry Potter, il cassait plein de baguettes magiques. Ouais. Cette maladie peut aussi affecter les personnes sur le plan intellectuel et sur le langage aussi. Et Radcliffe, il s'est tourné vers la comédie parce qu'on lui a dit que ça pourrait l'aider pour la coordination des gestes, d'expression corporelle. Bah dis donc, moi. Radcliffe. Moi, j'aurais pas imaginé. Il y a plein d'acteurs hein, et d'actrices qui sont comme ça, qui ont des handicaps invisibles. Tiens, l'autre, comment il s'appelle Leonardo DiCaprio. Il est bourré de tocs. Ben oui, t'aurais dû faire du cinéma. Ouais, ça aurait peut-être fait du bien à mon porte-monnaie. Allez. Bon, eh bien, un grand merci au Théâtre 3 pour ces scènes
et aussi à l'association L'Opéra qui les a coécrites, notamment les dernières spécialisées sur les troubles 10. Ça a été un travail d'équipe. J'espère que ça vous a plu et que ça a posé un petit peu le contexte. Voilà, sur cette dernière, on a voulu un petit peu sortir du cadre professionnel, voir que le handicap au travail, ben, ça s'arrête pas que dans le cadre de l'entreprise. C'est aussi, ben voilà, ça s'invite aussi dans les temps informels, comme par exemple un after work, avec cette problématique aussi. Ben, on a évoqué le fait de le dire à l'employeur ou pas. Là, on est dans une autre situation. On voit que la personne, elle l'a dit à l'employeur. Elle parle de quotas, c'est souvent ce qu'on entend, sans taux d'emploi. Mais là, elle n'a pas voulu forcément le dire aux collègues. Et ça aussi, c'est une vraie problématique, enfin une vraie question. Est-ce que, oui ou non, je prends la parole auprès des collègues? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? On va peut-être en reparler. Par exemple, il peut y avoir des aménagements organisationnels aussi, de l'aménagement des tâches, de l'aménagement d'équipe. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre la parole aussi auprès du collectif de travail pour justifier d'éventuels aménagements ou juste pour apporter de la connaissance sur le sujet?